Parfait. Bah, je vous remercie. Je te remercie Isabelle. Je remercie Pomme, bien sûr, et l'AIV Saigon Accueil pour l'organisation de ce webinaire. Comme d'habitude, on fait un webinaire tous les mois sous forme de discussion. On essaie de choisir un thème par mois donc on essaye de discuter autour de ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme je vous l'ai dit, c'est une discussion, pas une simple présentation. C'est fait justement pour qu'on puisse échanger, voilà, que je puisse vous aider le plus possible. Ce mois-ci, on a choisi le thème du mariage, le mariage mixte. Pomme, tu voulais faire une petite introduction sur l'aspect culturel du mariage mixte? Bah, si tu veux, Julien, mais je me disais que, enfin, si tu veux, pas de problème. Non, en Ok. gros, c'est juste de rappeler que les mariages mixtes, par définition, le mariage, déjà, c'est une chose compliquée pour tout le monde. Quand en plus on rajoute, on va dire, l'aspect multiculturel, ben, on se rajoute une petite couche de challenge, hein, c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler. Donc, il est évident que les mariages mixtes, voilà, ça demande encore plus d'efforts que les autres et que ce soit, voilà, quelle que soit, on va dire, l'origine de chaque côté, hein, voilà, quel que soit le continent. Donc le Vietnam ne fait pas exception, c'est le cas. Et souvent, on peut dire, hein, après on tombe rapidement dans les clichés, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vrai que quand vous épousez un Français ou une Française, ben, en général, vous l'épousez, alors que quand vous épousez des Vietnamiens voilà, ou des Philippins, souvent vous épousez la famille qui va aussi beaucoup avec, et leurs besoins et voilà, leurs exigences diverses. Donc c'est bon de le rappeler aussi et de réfléchir à ça même quand on est très amoureux, parce que c'est vrai que malheureusement souvent on va dire que le quotidien prend le pas sur l'amour initial. Voilà, donc c'est juste cette petite introduction pour voilà, rappeler le challenge Mm. qui nous occupe. Merci beaucoup, Pomme, pour cette introduction. Effectivement, et comme Pomme l'a dit, hein, c'est commun à tout mariage mixte, hein, pas simplement au Vietnam. Mais c'est vrai que lorsque on se marie avec quelqu'un d'une différente culture, il faut prendre ça en compte aussi dans votre décision. Bon, ça c'est l'aspect culturel. Mais nous, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur donc l'aspect, on va dire, légal du mariage. Et je vais ici diviser mon exposé en quatre parties. Première partie, je vais vous expliquer le régime du mariage. Euh, Deuxième partie, je vais vous expliquer la procédure du mariage en pratique. Troisième partie, je vais vous expliquer quels sont les impacts au niveau de vos documents administratifs une fois que vous êtes marié, à vous comme à votre époux ou épouse. Et enfin, je vous parlerai rapidement aussi, on pourra aborder rapidement aussi le cas en cas de décès de l'un des époux et comment se passe la succession. Voilà. Donc première partie, le régime du mariage. Comme vous le savez, hein, lorsque vous vous mariez, vous avez la possibilité soit de vous marier en faisant un contrat de mariage ou soit sans contrat de mariage. Si vous ne faites pas de contrat de mariage, le régime qui va s'appliquer automatiquement, et c'est pareil en France, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. C'est-à-dire que tous les biens que vous allez acquérir pendant le mariage vont appartenir aux deux, les salaires compris. Même si vous travaillez et que votre époux ou épouse ne travaille pas, votre conjoint ne travaille pas, le salaire que vous gagnez lui appartient aussi. Ça rentre dans la communauté. D'accord. Donc ça, c'est la communauté réduite aux acquis. Par contre, tous les biens que vous avez eus avant le mariage, ces biens-là vous restent propres. Ne rentreront pas dans la communauté. Pareil pour les biens qui seront acquis par succession et donation. Si vos parents vous font une donation, par exemple, ou décèdent et que vous allez acquérir un bien suite à cette succession, alors que vous êtes marié sous le régime de la communauté, ce bien-là vous appartiendra en propre, ne rentrera pas dans la communauté. D'accord. C'est pareil en France et c'est pareil au Vietnam. Donc ça, c'est la première chose. C'est si vous faites un mariage sans contrat de mariage. La deuxième possibilité, c'est de faire un contrat de mariage et donc de choisir un régime matrimonial différent de celui qui est prévu par la loi. Vous avez plusieurs possibilités. C'est prévu, c'est pareil en France aussi, c'est pareil au Vietnam aussi. Vous avez soit par exemple la possibilité de faire le régime de la communauté universelle, par exemple, c'est-à-dire que tous les biens que vous allez acquérir ou que vous avez acquis par le passé appartiennent à la communauté. Ou vous avez celui qui est plus connu, le régime de la séparation. Le régime de la séparation, c'est
donc que, comme son nom l'indique, hein, les patrimoines de chacun des époux sont séparés. Donc tous les biens que vous allez acquérir pendant le mariage vous resteront propres, et tous les biens que votre conjoint va acquérir pendant le mariage lui restera propre. D'accord? Il n'y a pas de communauté entre vous. Donc c'est voilà. Tu rappelles ce que ça veut dire, Julien, au quotidien? Ça veut dire qu'il faut garder les factures à chaque fois que tu achètes des œufs Ça, ou comment ça marche? en fait c'est vrai, tu as raison de le préciser, Pomme. C'est parce que c'est l'erreur que font souvent les couples qui sont sous le régime de la séparation, c'est qu'ils oublient qu'ils sont sous le régime de la séparation, et au final, ils vivent comme s'ils étaient sous la communauté. Ils vont acheter par exemple une voiture, qui est un bien meuble, hein, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter avec des sous des deux, par exemple. Alors qu'en réalité, normalement, le propriétaire, ce sera la personne dont le nom figurera sur la carte grise. Vous voyez. Et donc, en fait, effectivement, il faudrait ne pas avoir de compte commun. Il faudrait, lorsqu'on fait des achats, se rappeler de qui a fait l'achat, etc. Mais en pratique, c'est impossible. En pratique, vous verrez, si vous êtes marié sous le régime de la séparation, vous allez avoir du mal à vivre véritablement comme dans un régime de séparation. Simplement, ce que moi je vous conseillerais, voilà, c'est de ne pas faire de compte commun. C'est lorsque vous faites des acquisitions qui sont importantes, on ne va pas parler de baguettes de pain à midi, c'est impossible de contrôler ça. Mais sur des achats importants comme les appartements, comme les voitures, voilà, sur des gros montants, faites attention, et faites attention surtout à la source de vos fonds, que ça provienne bien du compte bancaire de la personne qui va devenir propriétaire in fine. Sinon, les problèmes vont arriver, mais simplement à la fin. Si jamais, effectivement, vous vous séparez, et ce seront les avocats qui vont se tirer les cheveux pour déterminer qui est le vrai propriétaire de tel bien, et qui a financé en partie tel bien, et comment on fait pour rembourser, etc. etc. Mais ça, ce sera plus le travail de vos avocats. En fait, si vous voulez faciliter le travail de vos avocats pour le futur, je vous conseille de faire attention pendant le mariage. Mais bon, encore une fois, c'est difficile quand même de vivre complètement sous le régime de séparation, comme vraiment, voilà, comme si vous étiez vraiment séparés. C'est quand même, pour moi, c'est impossible quand même. Enfin, ça, c'est une chose. Après, la question qui est importante, selon moi, c'est comment choisir, en fait. Comment se dire, je me marie sous le régime de la communauté, ou je me marie sous le régime de la séparation. C'est ça la vraie question. Il n'y a pas il n'y a pas de bonne réponse. On ne se marie pas en se disant qu'on va divorcer. Ça n'arrive jamais, en fait. Les gens qui se marient, peut-être qu'il y a peut-être une personne qui va se dire oui, on ne sait jamais si je divorce. Mais si vous dites ça à votre épouse, elle va pas être contente, moi je vous le dis tout de suite. Donc en fait, quand on se marie, quand on va choisir le régime, ce sera jamais en pensant à divorcer, non. Ce sera en pensant à quelle est la meilleure stratégie à adopter pendant le mariage. C'est-à-dire que si par exemple, l'avantage en fait de la séparation, c'est que vous avez, comme son nom l'indique, des patrimoines séparés. Du coup, si vous faites par exemple un métier d'entrepreneur, si jamais vous avez des dettes, les créanciers ne pourront pas venir chercher le patrimoine de votre épouse. D'accord? Puisque par définition, c'est un patrimoine séparé. Par contre, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, le patrimoine commun pourra être saisi par votre créancier. D'accord? Parce que ce patrimoine commun vous appartient à vous aussi. Donc en fait, vous allez choisir le régime de la séparation pour protéger votre famille. D'accord? C'est comme ça que vous devez réfléchir, c'est comme ça que vous allez pouvoir peser le pour et le contre pour pouvoir choisir le régime qui conviendra le mieux à votre famille. L'avantage de la communauté, c'est quoi? C'est que lorsque par exemple, vous travaillez ou vous ne travaillez pas et votre conjoint travaille, vous n'avez pas de revenus, d'accord? Enfin, le conjoint qui ne travaille pas n'a pas de revenus. Pourtant, il s'occupe aussi de l'éducation des enfants. Il s'occupe aussi de s'occuper du ménage, vous voyez?
Le ménage dans le sens famille du terme. Foyer. Voilà, foyer du terme. Et ce travail-là, il n'a pas de rémunération, mais à cause de ce travail-là, la personne ne peut pas travailler, ne peut pas avoir de job normal. Donc il faut bien qu'il y ait une compensation quelque part. Et le régime de la communauté sert à ça aussi. Il sert à créer une compensation entre la personne qui sacrifie sa carrière professionnelle pour l'éducation de la famille, des enfants et du foyer familial, pour laisser à l'autre conjoint la possibilité d'aller travailler. Donc voilà, ce régime de séparation, il est là pour compenser aussi. Autre avantage du régime de communauté, pardon. Autre avantage du régime de communauté, c'est la capacité à faire des emprunts. Lorsque le banquier, vous savez, le banquier vous donne et vous accepte de vous faire un prêt, il va évaluer votre capacité à rembourser ce prêt. Si vous êtes tout seul à faire cet emprunt, il va votre capacité à vous endetter est moindre. Par contre, si vous êtes deux à faire l'emprunt, euh, la, la capacité à rembourser est meilleure et donc potentiellement le prêt sera supérieur. D'accord. Donc ça, c'est un autre avantage. Si vous souhaitez acheter une maison et que vous devez faire un prêt important, c'est mieux d'être marié sous le régime de la communauté. Parce que vous êtes deux à rembourser ce prêt et donc votre capacité d'emprunt sera supérieure. Voilà, ça c'est un autre avantage du régime de communauté. Donc vous voyez, hein, il y a des avantages dans le régime de communauté et des avantages dans le régime de séparation. Et il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise solution, bonne dans le sens moral du terme et mauvais dans le sens moral du terme également. Il y a pas de, vous n'êtes pas le méchant, par exemple, si vous décidez de choisir le régime de séparation. C'est faux là aussi, c'est parce que tout dépend en fait de votre stratégie de protection et d'intérêt de la famille. Et je vous invite à aller voir des professionnels pour vous l'expliquer et pour expliquer aussi ça à votre conjoint, parce que parfois c'est difficile pour un conjoint de comprendre pourquoi il est dans son intérêt de choisir le régime de la séparation, par exemple. C'est pas du tout dans l'optique de divorcer derrière. Voilà. Toujours est-il que si jamais ça se passe mal, et que vous devez divorcer, c'est vrai que le régime de séparation est plus facile à gérer parce que vous n'avez rien par définition en commun. Si vous avez des choses en commun que vous avez achetées en commun, par exemple une maison, normalement, si vous l'avez acheté en commun, vous l'avez acheté sous le régime de l'indivision, c'est-à-dire que chacun aura une quote-part à acheter une quote-part de la maison, et au final, c'est déjà défini en fait dans le contrat dans le titre prêté combien de quote-part revient à chacun. Donc vous voyez, c'est très facile à liquider un régime de séparation. Pour le régime de communauté, c'est un peu plus difficile. Il faut estimer en fait, il faut évaluer combien vaut donc la communauté, évaluer quelle est la part de chacun dans la communauté, et après diviser par deux, diviser par deux, à charge après ce qu'on appelle à faire des récompenses, mais c'est un peu technique, je rentre pas dans les détails, mais si l'un des époux a contribué plus que l'autre à constituer la communauté, il aura le droit à ce qu'on appelle des récompenses pour avoir contribué plus que l'autre à constituer la communauté. Mais ça, on rentrera dans les détails si vous le souhaitez. C'est plus du divorce que du mariage. Voilà. Pour finir, Julien, donc il n'y a que trois systèmes de régime de mariage. Hein. C'est communauté universelle, alors, communauté Ozake et séparation. Alors, en fait, il y en a plus que ça, mais les trois plus connus sont ceux-là. C'est la communauté réduite Ozake, la communauté universelle et le régime de séparation. En France, il y en a un quatrième, c'est la participation Ozake, qui est très technique, qui est un régime qui est plus utilisé par les juristes, en fait, par les couples de juristes ou par les personnes qui sont de tradition germanique, parce que c'est le régime en fait qu'utilisent les Allemands, etc. Mais c'est très technique et je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'est pas très connu en France. Et au Vietnam, par contre, il me semble qu'il n'existe pas. Il me semble qu'il n'y a que ces trois-là au Vietnam. Okay. Après, on peut décider d'être dans un régime de séparation, par exemple.
et d'intégrer certains biens dans une communauté. C'est-à-dire que voilà, nous, on va se marier dans un régime de séparation, mais que la maison qu'on va acheter, je veux la mettre dans une communauté. Ça, c'est possible aussi. Donc, on va créer en fait une communauté qu'on va définir à l'avance. On va faire un peu une communauté, un peu à notre sauce, quoi. Ça, c'est possible aussi. Mais les trois plus connus sont vraiment la communauté Red de Tozake, la séparation et la communauté universelle. Voilà. Donc ça, c'était... On t'a pas entendu, Isabelle. Julien, ouais, une question. Oui. Est-il possible de changer le régime en cours de route? On peut changer le régime en cours de route, mais il faut attendre, il me semble, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, avant de changer. Donc on peut changer, mais il faut juste attendre 2-3 ans à chaque fois pour changer, pour éviter qu'on change tous les jours, quoi. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié. Enfin, je vais y venir de toute façon. Donc la procédure ensuite. Donc deuxième partie, la procédure du mariage. Avant toute chose, si vous souhaitez donc avoir un contrat de mariage, il faut le faire normalement avant le mariage, d'accord? Il faut le faire avant le mariage et il faut le faire devant un notaire. Donc en France, il faut faire... Moi, ce que je conseille pour les mariages mixtes, c'est d'en faire deux. D'en faire un chez un notaire français et en faire un autre chez un notaire vietnamien. C'est tout à fait possible et c'est, je pense, le plus sûr. Pourquoi? Parce que les biens immobiliers, en fait, si vous avez des biens immobiliers, il faut que vous sachiez que la loi qui va s'appliquer aux biens immobiliers, c'est la loi du lieu de situation de l'immeuble. C'est-à-dire que si votre bien se situe en France, c'est la loi française qui va s'appliquer pour le bien en France. Si vous avez un bien au Vietnam, c'est la loi vietnamienne qui va s'appliquer sur ce bien immobilier au Vietnam. Du coup, pour être sûr et pour être certain que votre régime matrimonial va être reconnu en France, si vous avez des biens en France, des biens immobiliers en France, vaut mieux que vous fassiez aussi votre contrat de mariage en France. Voilà. Vous pouvez le faire au Vietnam, bien entendu aussi. Les contrats de mariage sont autorisés au Vietnam depuis 2016, si je ne me trompe pas, depuis la nouvelle loi sur le mariage de 2016. Donc, les régimes matrimoniaux, les régimes de séparation, quoi que vous dira votre future épouse ou votre épouse, hein, c'est possible au Vietnam depuis 2016. Avant 2016, c'était effectivement pas possible, mais depuis 2016, c'est possible. Donc, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Si elle vous dit que c'est pas possible, c'est que c'est faux. Ça a changé depuis 2015 ou 2016. Voilà. Donc voilà, première chose à faire si vous souhaitez un contrat de mariage, c'est de passer par le notaire pour faire ce contrat. Si vous ne voulez pas, cette première étape, vous pouvez la sauter. Ensuite, une fois que vous avez fait ce contrat de mariage, il faudra passer par le consulat ou l'ambassade de France. Pourquoi? Parce qu'il faut des documents pour vous marier au Vietnam et une partie de ces documents vous seront donnés par le consulat ou l'ambassade de France. Si vous êtes à Hanoï, il faut aller à l'ambassade de France. Et si vous êtes sur Ho Chi Minh City, il faut aller au consulat. Les documents que vous devez obtenir du consulat ou de l'ambassade, ce sont le certificat de célibat et la capacité à mariage. Pour obtenir ces deux documents, donc il faut passer par le consulat, il faut s'inscrire par le consulat et il faut fournir un certain nombre de documents, notamment votre extrait d'acte de naissance, celui de votre épouse aussi, future épouse, et sa traduction en français. Il faudra demander l'extrait d'acte de naissance de votre épouse donc au Vietnam et la traduction en français. Traduction qui doit se faire par des traducteurs assermentés et il me semble aussi notariés. Voilà. Il faut que tu aurais des contacts, Julien, à nous envoyer ou une liste de contacts de gens qui soient assermentés francophones? Non, pas francophones, non. Ah. Mais qui font les traductions français sans problème. Hein. Ça, je peux vous envoyer. Oui. Tu nous enverras après, comme ça on pourra envoyer en complément aux gens qui ont assisté. Merci. Très bien, très bien. C'est très simple à faire, c'est pas cher du tout. Vous allez juste donner le document et ils vous le traduisent. Ils ont l'habitude de faire ça.
Oui, de mon Par expérience, il y en a toujours un qui baragouine l'anglais suffisamment bien pour au moins vous expliquer ce que vous oui, devez faire. À savoir que vous devez vous asseoir là et aller voir telle personne. Bon. il y aura aussi des documents à remplir que vous pourrez télécharger directement sur le site du consulat ou de l'ambassade. Vous verrez, il y a 3 documents à remplir et à imprimer à remplir. Et donc, plus les documents que je vous ai indiqués. Par contre, le plus dur, en fait, au final, avec le consulat, c'est d'obtenir un rendez-vous. Je vous conseille de vous y prendre à l'avance et de vous réveiller très tôt le matin. Littéralement, hein. Vous vous réveillez très tôt le matin, littéralement, parce que c'est en général le matin qu'il y a les créneaux pour prendre rendez-vous. Si vous vous réveillez un peu tard à 10 heures, il n'y a plus de place, hein. Il faut se réveiller à 6 heures du matin, quelque chose comme ça, et checker tous les jours jusqu'à ce que vous ayez un rendez-vous voilà. Parce que sinon, c'est toujours rempli, vous allez avoir du mal. Il faut faire un rendez-vous prendre rendez-vous pour déposer le dossier et aussi pour que les autorités puissent puissent interroger le couple. Ils vont vérifier en fait que vous êtes bien un vrai couple et que ce n'est pas un mariage en blanc. Mais ce sont des questions somme toute assez basiques, hein, et si vous êtes un vrai couple, il n'y a pas de souci à se faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir sous quelques semaines ou peut-être 2 mois donc le certificat de célibat et la capacité à mariage. Et vous allez pouvoir donc prendre rendez-vous cette fois au comité populaire du lieu de naissance de votre épouse. C'est là que vous allez signer l'acte de mariage et c'est donc là que vous allez vous marier. Il faudra bien évidemment traduire les deux documents dont je vous ai parlé, traduire en vietnamien cette fois, avec les notariés également. Et il faudra aussi avoir un certificat de santé mentale, de bonne santé mentale. Parce que voilà, il vérifie que vous n'êtes pas sous influence avant de vous marier. Mais c'est très simple, hein. Il faut aller à l'hôpital, dans un hôpital local, ça dure 5 minutes, ils vous posent des questions assez stupides, je trouve d'ailleurs, du genre quel est votre nom, où êtes-vous né, voilà, des choses comme ça, pour vérifier votre santé mentale. Et donc, une fois que vous avez tous ces documents, vous allez donc au comité populaire, vous prenez rendez-vous au comité populaire de naissance de votre épouse, et vous vous mariez, voilà. Vous signez l'acte de mariage et puis normalement tout est réglé. Ensuite, vous avez la dernière étape, si vous le souhaitez ou non cette fois, c'est de faire transcrire votre mariage en France. Donc la transcription, c'est l'écriture de votre mariage sur votre acte de naissance, pardon. En faisant ça, vous allez donc officialiser votre mariage en France et vous allez pouvoir demander le livret de famille qui pourra être utile pour votre épouse, par exemple, si elle souhaite venir en France ou si elle souhaite avoir un visa Schengen, quelque chose comme ça. Ce seront des procédures qui seront plus faciles si vous faites la transcription de votre mariage en France. Voilà pour les étapes de la procédure du mariage. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou pas? Julien, je vais juste te dire, parce que là je vois que Anthony Nguyen nous a rejoint, donc je voulais juste dire à ceux qui sont arrivés un petit peu en retard de ne pas s'inquiéter, on va envoyer en fait le lien du film depuis le début, donc pour ceux qui ont raté ou même qui veulent revoir les informations, ce sera possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais que je vais un peu vite. Donc voilà, de toute façon on pourra toujours faire un récap à la fin. Vous pouvez toujours me poser des questions à la fin. Donc voilà, ça c'était la procédure donc, du mariage mixte. Donc ensuite, quel est l'impact pour vos documents administratifs? Donc une fois que vous êtes marié, donc je commence par vous, l'expat français qui se marie au Vietnam. L'expat donc a la possibilité d'abord d'avoir une TRC, une carte de résidence temporaire, parce qu'il est marié donc, d'une durée maximum de 3 ans. Ensuite, une fois que vous avez cette TRC de 3 ans,
à l'expiration de ces 3 ans, vous allez pouvoir demander une carte de résidence permanente cette fois. Ça vous évite de devoir donc toujours renouveler votre TRC. Et une fois, et ça c'est encore l'étape supérieure encore, si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de demander la nationalité vietnamienne. Mais attention, au Vietnam, il n'y a pas de double nationalité. Donc si vous demandez la nationalité vietnamienne, il va falloir abandonner votre nationalité française. C'est un peu problématique et je ne vous conseille pas forcément de le faire. Mais bon, si, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui veulent investir, par exemple, dans l'immobilier au Vietnam et qui préfèrent, donc ils veulent acheter des terres. Et dans ces cas-là, effectivement, avoir la nationalité vietnamienne, c'est essentiel pour faire ce type d'opération. Bon, mais par contre, vous perdez le bénéfice de la nationalité française et bon, c'est pas vraiment ce que je conseille de plus. Donc voilà du côté de l'expat, du côté de la personne vietnamienne. Ah non, pardon, j'ai oublié autre chose aussi. Pardon. Une fois que vous êtes marié, vous avez aussi le droit d'avoir une exemption de work permit, une exemption du permis de travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de travail pour travailler au Vietnam une fois que vous êtes marié à une Vietnamienne ou un Vietnamien. C'est nouveau. C'est depuis le 1er janvier 2021. Donc, c'est très avantageux pour les expats parce que vous savez, en ce moment, il y a une difficulté pour certains expats d'obtenir un titre de séjour au Vietnam et encore plus difficile un permis de travail. Les conditions ont été renforcées. Donc, c'est un avantage bienvenu pour les personnes qui sont mariées à un citoyenne vietnamienne. Voilà. Et dis-moi, Julien, quand tu veux fonder ton entreprise, est-ce que ça change quelque chose du coup depuis cette nouvelle loi de janvier? Non, là je parle simplement du permis de travail. Voilà. Okay. Effectivement. C'est simplement pour le permis de travail. Mais c'est quand même un gros projet. Bonjour Julien, c'est Vincent. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Oui, bien sûr. Je suis très étonné qu'on ne puisse pas avoir la double nationalité au Vietnam. Je connais des Vietnamiens qui ont la nationalité française et qui sont vietnamiens, donc qui ont la nationalité vietnamienne. Tu peux détailler un peu plus là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Tu fais bien de soulever le point. En France, on reconnaît la double nationalité, mais au Vietnam, on ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, des personnes qui sont vietnamiennes, qui sont donc oui, vietnamiennes, de nationalité vietnamienne, si jamais elles se marient par exemple avec un Français ou si jamais voilà, elles remplissent les conditions, et j'allais y venir de toute façon, pour obtenir la nationalité française, elle peut l'obtenir. Parce qu'en France, on reconnaît la double nationalité. En France, on a la possibilité d'être à la fois vietnamien et à la fois français. Au Vietnam, par contre, on ne reconnaît pas cette double nationalité, la possibilité d'avoir la double nationalité. On ne la reconnaît pas. C'est-à-dire que si vous êtes français ou ailleurs et que vous souhaitez en plus avoir la nationalité vietnamienne, ce n'est pas possible. Il va falloir abandonner votre nationalité d'abord, avant de pouvoir obtenir la nationalité vietnamienne. Vous voyez bien qu'il y a une différence ici. Dans le premier cas, la personne est déjà vietnamienne et donc la double nationalité est reconnue par l'autre État, alors que dans la seconde hypothèse, la personne est française ou d'une autre nationalité et le Vietnam ne reconnaît pas sa double nationalité et ne lui donnera pas la nationalité vietnamienne. Voilà, c'est ça la subtilité en fait. Donc j'imagine, Vincent, que les personnes que vous connaissez sont vietnamiens et ils ont donc la double nationalité parce que voilà, ils ont été mariés à un Français, une Française. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un de mes collègues vietnamiens, il a même acheté un logement en tant que Français au Vietnam et un autre logement en tant que Vietnamien au Vietnam. C'est le bénéfice en fait de la double nationalité, c'est qu'on peut choisir en fait. On a les bénéfices des deux nationalités. C'est l'avantage. Il y a une seule exception à ce que je viens de dire de la double nationalité au Vietnam, c'est les personnes qui sont Viet Kieu et qui étaient vietnamiens, qui ont abandonné leur nationalité vietnamienne à cause, voilà, ils ont été réfugiés, ils sont venus en France, ils sont partis aux États-Unis, peu importe.
Ils ont obtenu cette nationalité donc française ou peu importe. Et ils sont revenus au Vietnam. Et là, il y a eu une tolérance des autorités vietnamiennes pour leur donner la possibilité de récupérer leur nationalité qu'ils avaient abandonnée à cause de la guerre ou à cause de la situation politique, etc. Donc, uniquement pour ces personnes-là, ils ont pu récupérer leur nationalité vietnamienne et donc ils ont la double nationalité, même s'ils étaient français, entre guillemets, avant. Voilà. C'est la seule exception. Oui. Question. Je voudrais savoir si la France autorise l'abandon de nationalité. Oui, je pense que oui. Hein. Je pense que... Un droit impérial, la France. Il me semblait qu'on ne pouvait pas abandonner sa nationalité. On peut pas ne pas avoir de nationalité. On peut pas ne pas avoir de nationalité. Mais on peut, pour moi, on peut décider de devenir simplement vietnamien. Et il me semble que c'est possible. Mais effectivement, on ne peut pas ne pas avoir de nationalité. Ensuite, voilà. Donc j'allais enchaîner là-dessus, mais donc évidemment. Après vérification, on peut effectivement abandonner la nationalité française. Il y a toute une procédure. Je viens juste de chercher. Il y a toute une procédure. Il y a la déchéance aussi de nationalité, mais c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Tout ça est possible. Merci pour vos précisions. Donc j'enchaîne. Donc là, on a examiné quelles étaient les conséquences du mariage mixte pour l'expat, mais évidemment il y a des conséquences pour la personne vietnamienne, c'est-à-dire qu'elle peut, comme on l'a évoqué, elle peut, une fois qu'elle est mariée, elle pourra obtenir des visas pour entrer en France plus facilement, et après un certain temps, elle pourra demander aussi la nationalité française. En France, on autorise les personnes mariées à un citoyen français à obtenir la nationalité française. Bien sûr, il faut remplir des conditions, c'est un certain nombre d'années de mariage, il y a, je crois, aussi un examen de français à passer, mais toujours est-il que si on remplit ces conditions, la personne qui est mariée à un Français pourra demander la nationalité française à terme. Voilà. Enfin, dernière partie, et c'est en cas de décès d'un des époux. Si je veux juste aborder ce point parce que il y a quelques différences en fait entre le régime français et le régime vietnamien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais en fait il y a 2 étapes qui doivent être respectées en cas de décès. La première, c'est on va d'abord liquider le régime matrimonial. Comme vous en doutez, hein, lorsque l'un des époux décède, le régime, enfin le mariage, enfin tout le patrimoine qui a été constitué durant le mariage, il va falloir le partager. On va donc liquider ce qu'on appelle liquider le régime matrimonial. Donc selon votre régime, cette liquidation va se faire différemment. Si vous êtes sous le régime de la communauté Redito Zake, on va donc diviser par 2 ce régime, ce patrimoine commun, à charge, comme je l'expliquais tout à l'heure, de donner des récompenses à la personne ayant contribué le plus, ayant contribué différemment à cette communauté. Et une fois qu'on a fait cette liquidation du régime matrimonial, on va donc donner ce qui appartient donc à l'époux survivant, on va lui donner, et à l'époux qui décède, on va procéder à la succession de ce patrimoine qui reste. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle procéder à la liquidation du patrimoine successoral. Pour procéder à la liquidation du patrimoine successoral, on va déterminer quels sont les héritiers. Et c'est là, c'est dans l'identité des héritiers où il y a une différence entre le droit vietnamien et le droit français. C'est pour ça que je voulais m'attarder là-dessus. Dans le droit français, les héritiers qui arrivent, le principe c'est en l'absence de testament, d'accord, en l'absence de testament, les héritiers qui vont venir en priorité, ce sont les héritiers les plus proches du décédé, d'accord, les plus proches en degré et en ordre. On appelle ça l'ordre et le degré.
L'ordre, c'est le premier ordre, c'est tout ce qui est enfant en dessous, d'accord? Les descendants, les enfants. Et donc, ce sont eux qui vont venir en priorité en France. Ce sont les descendants. Si vous avez des enfants, c'est eux, les héritiers, qui sont prioritaires pour être héritiers de votre succession. Les parents sont du deuxième ordre. D'accord? Les parents ne sont pas prioritaires en France. Au Vietnam, par contre, les parents et les enfants sont dans le même ordre de priorité. Donc, vous avez des enfants et des parents qui sont survivants, on va partager par part égale votre patrimoine entre les survivants, entre les parents et les enfants. En France, on va tout donner aux enfants. D'accord? C'est ça qui est différent. Et je voulais le souligner, pourquoi? Parce que, donc, si vous épousez une Vietnamienne, vous constituez un patrimoine commun avec elle, et si jamais vous pensez à votre succession future, vous devez savoir que si jamais vous décédez, une partie du patrimoine, si elle suit donc le régime vietnamien, une partie de votre patrimoine sera divisée par moitié et entrera dans le patrimoine de madame, d'accord? Et l'autre moitié, s'il suit le régime vietnamien, devra être liquidé donc, pour vos enfants et aussi pour vos parents. D'accord? Alors qu'en France, normalement... Pour ses parents, normalement, tu veux dire, Julien? Pour ses parents. Non, pour vos parents. Pour les parents du décédé. D'accord? Du décédé. Si c'est elle qui décède, ce sera ses parents à elle. Ah, mais donc si monsieur décède et que madame est vietnamienne, ça ne va pas aux parents de madame? Non, ça va pas aux parents de madame, Ok. mais il y a une partie, en fait, oui et non, parce qu'en fait, ok, je vais essayer d'être très précis là-dessus. Si vous décédez et que vous décidez de donner la totalité de votre patrimoine à votre épouse, d'accord? Il y en a beaucoup qui sont comme ça, parce qu'ils veulent protéger leur épouse, d'accord? Vous donnez la totalité de votre patrimoine à votre épouse. Et que, par la suite, elle décède. Sachez que le patrimoine que vous lui aurez donné à elle, une fois qu'elle sera décédée, ne va pas totalement descendre à vos enfants. Il va aussi remonter chez ses parents. D'accord? C'est ça, en fait, que je veux préciser. Et okay, ça, c'est quelque chose que vous devez anticiper lorsque vous arriverez à un certain âge et que vous voudrez protéger votre famille, vos enfants et votre épouse. Sachez que si votre épouse a toujours des parents, si vous décédez et qu'elle décède par la suite, une partie du patrimoine que vous lui aurez donné ira aussi à ses parents. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre le régime français et le régime vietnamien. Voilà. Donc faites attention à ça. C'est très technique. Je vous invite, si vous avez des questions sur les successions, à revenir me voir, parce que là, je vous ai donné vraiment qu'une petite partie, mais les successions, c'est vraiment très technique. Le mieux, si vous souhaitez anticiper sur votre succession, c'est de faire un testament. Mais on pourra en discuter aussi si vous le souhaitez par la suite, si vous en avez besoin. Mais voilà, la succession, c'est très technique, donc faites attention à ça. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, parce qu'on se focus quand même sur le mariage aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Il ne reste plus que 15 minutes.